tous et bienvenue sur le plateau parisien de Télé Sud. Qui pour juger Juan Carlos d'Espagne? L'histoire sans doute, mais on sait déjà ce que l'histoire retiendra de ce prince qui a été hissé sur le trône par la dictature. Il incarne la démocratisation de l'Espagne, son intégration à l'Union européenne, la modernisation féroce, toutes ces années qu'on a appelées la Movida, où l'Espagne se rêvait en future Californie, l'époque bénie où on a balancé les traditions et où lui-même incarnait justement cette espèce de permanence de la tradition qui permettait donc de passer à une autre époque, de changer d'époque. Juan Carlos était le bien-aimé, une vedette, un modèle, et c'est aujourd'hui un monarque en exil qui tente de se faire oublier sur quelques arpents de sable dans le golfe Persique. Il est harcelé par les juges espagnols qui vont lui réclamer des comptes. Il est méprisé par le peuple qu'il a déçu, évidemment. Il est dénigré par les politiques qui sont au pouvoir. Le roi déchu, c'est le titre, mon roi déchu, pardon. C'est le titre de cet essai que vient de publier Laurence Debré. Elle le connaît bien, elle est sa biographe officielle et elle est allée le rencontrer. Nous la rejoindrons dans un instant pour qu'elle nous dise comment il vit ce bannissement, comment est-ce que l'on fait quand on est tombé du piédestal pour rester debout. Et on va aller plus loin, on va se demander quel est le secret de la monarchie, à quoi elle sert, quel est le service que rendent ces souverains qui ont toutes les faiblesses des humains, mais qui doivent les cacher sous peine d'être jetés aux chiens. Et on va en parler avec un spécialiste absolument incontournable, qui est aussi un observateur pointu de la politique internationale. Bienvenue Bertrand Renouvin. Merci de venir sur ce plateau. C'est un honneur de vous accueillir. Il faut vous présenter. Alors, vous êtes le directeur politique de cette revue qui s'appelle Royaliste. Dans des vies antérieures, vous avez fait Sciences Po, vous avez été docteur en histoire de droit, vous avez fait de la philo. Et en fait, vous avez passé toute votre vie à rester étudiant. Vous avez continué sans cesse, vous n'avez jamais cessé, vous avez écrit des livres, des articles. Et vous n'avez pas arrêté de mettre les intellectuels à la question. Vous avez toujours été aussi dans le combat. Vous êtes un vieux militant, vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petit comme Obélix, puisque vous êtes né à la prison de la Santé. Vos parents étaient résistants. Vous avez été candidat à une élection présidentielle jadis, les Français vous ont découvert à ce moment-là. Vous avez été proche de François Mitterrand. Et aujourd'hui, vous continuez à ferrailler. Vous avez par exemple signé un éditorial absolument cinglant et très lumineux et très très brillant sur les leçons à tirer de l'alliance qu'ont passée les Américains, les Britanniques et les Australiens et qui a valu à la France de perdre le contrat des sous-marins. Vous parlez de la triple erreur de la France et de la classe dirigeante qui a cru que la Chine serait l'atelier du monde et qu'elle le resterait, qui a imaginé que la zone euro serait à la fois une protection et une forteresse, et qui a cru que le retour dans l'OTAN permettrait de peser sur les décisions prises par les États-Unis. Ce bilan, ça vous a valu des réactions. Votre combat, c'est vraiment contre l'Alliance Atlantique, contre l'Europe supranationale. Oui, effectivement. Et contre les élites. Tout cela, oui, mais les élites sont effectivement européistes, avec beaucoup de naïveté d'ailleurs, et ont voulu rentrer dans le commandement intégré de l'OTAN avec beaucoup d'illusions. On constate aujourd'hui que c'est un échec, que tout se passe comme ce n'était pas prévu. La Chine est devenue une très grande puissance et pas simplement un atelier de coulis fabriquant des trucs dont on aurait la maîtrise. Et l'OTAN, les États-Unis accumulent défaite sur défaite, la dernière étant l'Afghanistan. Mais finalement, quand le président dit quand le président Macron, avec lequel vous ne partagez pas grand-chose, dit que l'OTAN est en fait morte sur le plan cérébral, finalement ça vous rejoint. Quand il dit qu'il faut une souveraineté européenne,
C'est un thème au moins, même si c'est un paradoxe qui devrait vous intéresser, vous exciter. C'est un paradoxe, parce qu'il n'y a pas d'État. L'Union européenne n'est pas un État. Donc où est cette souveraineté? Elle est fictive, c'est un pur concept dont on n'entend plus beaucoup parler en ce moment. Non, mais quand le président de la République dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale, il faudrait qu'il en tire les conclusions, pratiquement. Donc qu'il quitte à nouveau le commandement intégré de l'OTAN. Moi, je suis un commentateur, mais nous n'avons pas besoin, à l'Élysée, de commentateurs, de gens conceptuels. Nous avons besoin de gens qui tirent des conclusions des échecs qu'ils ont subis. Alors j'ai vu que vous collaboriez aussi à Proche et Moyen-Orient Info de Richard Labévière. Ils ont pris quelques articles, oui, mais on va parler avec vous du Liban, on va parler de la francophonie, du Mali, où le dispositif Barkhane se redéploie en abandonnant le nord du pays. Mais d'abord un mot de Juan Carlos. Royaliste, c'est pas le magazine la gazette des têtes couronnées, mais l'Espagne et Juan Carlos ont été longtemps votre modèle. Est-ce que le discrédit dans lequel ce règne se termine vous affecte ? C'est effectivement très triste parce que nous avons beaucoup apprécié le retour de Juan Carlos et ce qu'il a fait pour le pays, qu'il a sauvé de la guerre civile et comme vous le disiez, il a permis l'instauration de la démocratie dans ce pays. Donc c'est triste qu'il finisse comme cela, hors de son pays, accablé par la justice. Mais quand on est royaliste, on connaît un petit peu l'histoire de France et des autres pays, et on sait qu'il y a des rois qui font des erreurs, qu'il y a des rois qui tombent dans toutes sortes d'excès. Bon. Ouais. Il n'empêche que l'institution en tant que telle demeure nécessaire. Vous êtes vraiment un royaliste de stricte observance, parce que finalement, seul le principe importe, pas le prince, quoi. Le prince est au service du principe. Quand le prince ne sert plus le principe, il doit s'en aller. Bon. On va rejoindre une révolution, ça s'appelle un exil. Oui. On va rejoindre Laurence Debré, qui voyage mais qui est en duplex avec nous. C'est la fille de l'air ce matin. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci de venir nous présenter votre roi déchu, mon roi déchu. Il est déchu, mais il vous a bien plu quand même, et il vous a ému. Vous êtes dans ce livre pleine de compassion, de compréhension, je ne dis pas d'indulgence ou de faiblesse, mais on vous sent prête à le plaindre. Écoutez, non, c'est-à-dire que, comme vous l'avez rappelé, il a eu un destin incroyable et il a joué un véritable rôle politique pour son pays, fondamental. Et donc, le contraste de héros à déchu est si radical que c'est touchant. Je tiens juste à faire une petite correction. Il est poursuivi par la justice, mais le tribunal suprême n'a rien trouvé contre lui, donc il s'apprête à quand même classer ses affaires. Mais c'est vrai qu'il a déçu un pays et qu'il ne veut pas encombrer son fils, qui a une tâche particulièrement difficile, puisqu'il a affaire à un gouvernement avec une tendance républicaine et avec des indépendantistes qui sont évidemment contre la couronne, qui incarne l'unité du pays. Mais donc, ce contraste-là entre le héros des années 80-90 et le roi banni en exil à Abu Dhabi. Alors, il a sauvé sa tête, mais il a perdu la face, puisque vous le disiez, après avoir abandonné sa couronne, il a abandonné son pays. Parce qu'on aurait pu imaginer qu'il se replie dans un coin discret, peut-être pas le palais de l'Escurial comme Charles Quint ou la cellule de Benoît XVI, mais qu'il se retire dans un endroit simple, un peu de dépouillement. Alors, il est allé dans un endroit le plus bling-bling de la planète, dans la suite d'un hôtel climatisé. Pourquoi les Émirats arabes unis, ce temple de l'argent facile et de la corruption ?
Alors d'abord, il devait quitter le pays. Enfin, le gouvernement a mis suffisamment de pression pour qu'il quitte le pays. Il avait peu d'options possibles parce qu'il voulait être reçu dans un endroit où il y ait de la sécurité, où il ne soit pas harcelé par les paparazzis, où il y ait des cliniques parce qu'il a une santé très fragile et on était en plein Covid. Et finalement, je crois, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a peu d'endroits qui lui ont ouvert la porte. Mais est-ce que, puisque vous êtes allé le voir dans cet exil, il est juste à côté de la suite où vit Ashraf Ghani, le président afghan qui vient de quitter Kaboul en emportant des malles remplies de dollars, à côté du Pakistanais Nawaz Sharif qui a filé dans les mêmes conditions. Est-ce qu'il vit sur un grand pied? Non, non, il a une vie d'abord très discrète et très simple. Il reçoit peu de monde. Il a juste 4 agents de la sécurité espagnole qui le gardent. Et il a... voilà, non, non, il n'y a pas de... C'est d'ailleurs assez déroutant parce que j'imaginais qu'il avait reconstitué sur place une espèce De de cours? mini Sarsuela avec une mini cour, mais pas du tout. Il est d'ailleurs dans le dénouement le plus total puisqu'il ne sait pas encore quand est-ce qu'il va pouvoir rentrer, quand est-ce qu'on l'autorisera à rentrer, et il est parti juste pour Mais quelques mois. Et ça fait Ah maintenant bon, pour quelques mois seulement. Il est en transit, en fait. Il est en attente. Il ne va pas rentrer quand il sera mort. Et enfin plus grand. il espère revoir sa patrie avant, quand même. Non, il Ouais. vit dans l'attente et dans l'espoir de revenir, et il est vraiment parti en pensant de prendre ses valises pour quelques mois, et ça fait plus d'1 an. En fait, il vit comme un retraité au soleil. On sait qu'il était très coureur, qu'il aimait la vie, qu'il était assez jouisseur, qu'il chassait le gros gibier et les filles aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un roi sans divertissement? Ah, je pense que les divertissements sont limités puisqu'il sort très très peu de chez lui. D'accord. Est-ce qu'il a des remords? Alors, c'est pas un homme amer du tout. Et je ne sais pas s'il a commencé à comprendre ses erreurs. Voilà, je ne suis pas arrivée à sonder assez loin, mais ce n'est pas un homme de remords. Il cherche peut-être plus à réparer qu'à se morfondre. Oui, vous avez peur d'apparaître comme un procureur hein, quand vous le rencontrez. On sent que vous vous retenez, mais est-ce que vous n'avez pas eu du tout l'impression qu'il redoutait de se retrouver dans le box et d'abîmer encore un peu plus l'institution et de nuire ainsi à son fils et à sa dynastie? Non, c'est vrai qu'il a une obsession, c'est de préserver la couronne et de ne pas encombrer son fils. Donc, je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il est parti aussi loin et qu'il mène une vie aussi discrète, c'est pour se faire oublier. Ouais. Du coup. Mon roi déchu, Laurence Debré, c'est publié chez Stock. Encore un mot, Laurence, parce que vous avez réalisé un documentaire qui a été très remarqué sur Venezuela, le Cuba de Chavez. Cette semaine, il y a eu la comparution devant un juge de Floride d'un homme d'affaires qui s'appelle Alex Saab, qui est un intime du régime Maduro, qui a été arrêté au Cap-Vert, qui a été livré aux États-Unis, où il va être jugé. C'est l'homme qui finançait la caisse noire du régime bolivarien. Et il aurait surfacturé l'aide alimentaire qui est distribuée désormais à tout ce peuple qui est au bord de la disette. Caracas a tout fait pour le récupérer. Cet Alex Saab, on lui a donné un passeport diplomatique, a posteriori on l'a nommé ambassadeur auprès de l'Union africaine, et puis on l'a nommé négociateur avec l'opposition, tout ça en vain. Et la réaction de Nicolas Maduro à l'extradition d'Alex Saab, qui a été livré donc aux États-Unis, a été très 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 forte, et dans une grande colère. Il y a un nombre 5 Américains qui étaient en résidence surveillée, qui ont été jetés en prison. Et surtout, les négociations avec l'opposition ont été interrompues, suspendues, sine die. Qu'est-ce qu'Alex Saab, selon vous, peut détenir comme secret qui explique cette colère, cette panique de Caracas?
Alex Saab était un des rouages du régime et il doit connaître les ficelles de cette mafia qui survit grâce à de la contrebande, du trafic de drogue et des détournements de fonds. Donc évidemment, d'abord moi je pense que n'importe quel prétexte aurait servi pour rompre ces négociations, puisque ça doit être les 5e ou 6e. Ils trouvent toujours un moyen de les interrompre brutalement. Je ne sais pas pourquoi la communauté internationale imagine encore qu'on peut négocier avec ce régime. Mais c'est vrai que Alexa, mais ce n'est pas le seul, doit avoir les formules, les formules secrètes pour que ce régime se perpétue alors que le pays est dans le plus grand dénouement, que la Covid, la pandémie a énormément tué, il y a peu de vaccins et que les gens ont encore faim. C'est-à-dire, c'est quand même c'est un grand échec. C'est une déroute totale. Est-ce que vous pensez que Nicolás Maduro finira sur le sable, lui aussi, aux Émirats arabes unis peut-être? Il a l'air bien installé au pouvoir grâce à l'armée, donc je ne vois pas d'issue possible sur le court terme en tout cas. Merci Laurence Debray. Mon roi déchu, en attendant d'autres d'autres faillites. Bertrand Renouvin, Venezuela, Cuba Chavez avait obtenu le prix Marcel Julian, ça doit vous parler ça, parce que c'était un de vos amis, un grand royaliste. Oui, bien connu, oui. Laurence Debray, fille de révolutionnaire, Bertrand Renouvin, fils de résistant. Votre vie à tous les deux est déterminée par votre héritage. C'est vrai. C'est le seul point commun. Avec Laurence Debray, oui. Je crois que il y a son intérêt, l'intérêt qu'elle a eu pour l'Espagne, pour la symbolique royale. Oui, elle a un jugement qui est très politique. Je l'ai connue parce que son père m'avait signalé son mémoire d'étudiante consacrée au voyage de Juan Carlos, au fait qu'il avait pu se légitimer par l'extérieur, n'est-ce pas? C'était un mémoire très intéressant. Et ça a été effectivement le début d'une très très longue enquête de Laurence Debray sur l'Espagne et sur la monarchie espagnole. Ouais. Donc voilà, c'est un point commun. Quant à Régis Debray, nous avons effectivement beaucoup de points communs, beaucoup d'affinités. Nous partageons presque toutes, nous avons beaucoup d'idées en commun. Voilà. Alors, vous êtes historien, vous êtes passionné d'histoire. Je ne suis pas historien, non, pas du tout. Vous avez fait des études d'histoire. Je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un historien. Mais je connais un peu l'histoire. Vous connaissez un peu l'histoire, cette aspects. modestie vous honore. En tout cas, vous êtes marqué par l'histoire, à tout point de vue, dans votre vie familiale. Qu'est-ce que vous pensez du travail mémoriel que poursuit Emmanuel Macron pour apaiser la relation avec l'Algérie, puisque cette semaine, on a commémoré en France le 50e anniversaire de cette manifestation qui avait tourné au bain de sang. Ce travail mémoriel a eu, semble-t-il, le contraire des effets qui étaient recherchés par le président. Il a raison quand il reconnaît les crimes inexcusables qu'aurait commis la République contre les manifestants algériens? Ou est-ce qu'il se trompe de combat? Je ne sais pas, je suis dubitatif. C'est une histoire qui traîne depuis très longtemps. Il faudrait qu'on puisse, avec les Algériens, parler paisiblement de cette guerre de libération et des excès qui ont été commis des deux côtés. Ouais. Je suis contemporain de cette guerre qui a profondément marqué la France, qui a été une guerre civile également entre Français. Il y a eu des attentats, l'OAS a commis beaucoup d'attentats. Et une guerre civile entre Algériens aussi. Et ça a été également une guerre civile entre Algériens, d'où d'ailleurs le couvre-feu qui avait été décidé par Maurice Papon et les événements extrêmement violents qui ont eu lieu après. Bon, mais ce travail de mémoire, justement, n'est pas fait. On est dans la politique, on est dans des excuses qui sont politiques, des accusations qui, de l'autre côté, sont également politiques. Je pense que les historiens travaillent, comme d'autre part, les historiens français et allemands travaillent sur l'histoire qui nous a terriblement séparés.
Mais voilà, pour le moment, on en reste à la l'instrumentalisation politique. systématique de l'histoire par la classe politique qui profite de chaque échéance pour commémorer, pour célébrer, pour s'amnistier ou au contraire s'incriminer. C'est vraiment une tendance de l'époque. C'est une tendance de l'époque. Il y a des choses qui m'indignent, notamment le fait que justement Emmanuel Macron ait pu déclarer que Vichy était le gouvernement de la France. Alors qu'il s'apprête, il s'apprête à faire entrer Hubert Germain dans la crypte du Mont Valérien. Où est-on? Que dit-on? Donc on va célébrer la résistance, on va célébrer les compagnons de... C'est le dernier compagnon de la Libération. Hein, oui, Hubert Germain est le dernier, donc il va entrer dans la crypte du Mont Valérien. On va célébrer donc la résistance, les compagnons de la Libération, après avoir dit que Vichy était le gouvernement de la France. Ce contre quoi De Gaulle et les résistants se sont levés. Oui, mais maintenant c'est quelque chose d'admis, parce que depuis que Jacques Chirac a franchi ce Rubicon... Mais c'est un pur scandale, c'est une contre-vérité historique, c'est contraire à tous nos principes de légitimité. Donc on fait n'importe quoi en fonction du moment. Bon. Oui, en fonction de l'élection qui vient. Il ne faut pas s'étonner si les Français sont troublés après, ne se repèrent plus. Le discours célèbre sur la perte des repères, ce sont les dirigeants politiques qui l'organisent. Je veux parler d'un autre combat qui paraît perdu, c'est celui sur la francophonie. Vous aviez autrefois remis un rapport au Conseil économique et social. On a l'impression que c'est un combat perdu parce que cette semaine, par exemple, on a appris que le sommet de la francophonie qui devait se tenir au mois de novembre en Tunisie était reporté d'un an. Et ça a à peine fait une brève dans les journaux. On a vraiment l'impression que c'est un non-événement. Oui. Alors... Ça fait partie de tout ce que l'on a abandonné comme peu important, comme voilà. Non, mais Jacques Chirac avait voulu politiser la francophonie. Il en avait fait une sorte de mini-ONU en mettant Boutros Ghali à sa tête. Et en fait, on a l'impression que ça a asphyxié, que ça a fini de ringardiser ce mouvement. Il n'y a plus d'intérêt des autorités politiques françaises pour la francophonie. J'apprenais récemment que c'était la Turquie qui s'occupait de l'enseignement des petites classes au Niger et que les petits Nigériens parlaient turc. Donc voilà, on a laissé... Il y a un très très beau lycée français à Niamey, c'est une très grande chose, je l'ai visité, c'est magnifique, mais il faut penser également à l'avenir. Et manifestement, on n'y pense pas, on entretient un certain nombre de lieux, de relations, mais il n'y a plus de dynamique, n'est-ce pas, qui permettrait de faire en sorte que la France soit active dans le monde francophone. Alors je vais vous choquer, mais cette semaine on a vu réapparaître Saïf al-Islam, le fils, et pas le fils né d'ailleurs, le fils cadet de Kadhafi, et qui envisage de se présenter aux prochaines élections présidentielles qui devraient avoir lieu le 24 décembre en Libye, et il veut servir son pays. Et alors donc on a l'impression comme ça qu'une sorte de dynastie est en train de s'instaurer, ça arrive en Afrique. Après tout, le général Déby Junior a remplacé le général Déby Senior, qui est mort au combat. Et il y a beaucoup de rois traditionnels sur le continent qui ont une importance importance considérable. Et les sultans, je connais un petit peu le Niger, il y a 5 sultans au Niger, il y a des chefs de canton et qui sont des autorités traditionnelles. Et j'ai rencontré 2 sultans. Ce sont des hommes qui ne sont pas du tout des hommes du passé. Ce sont des hommes qui ont occupé d'importantes fonctions, y compris sur le plan international. J'ai connu un chef de canton qui était à la Banque mondiale et qui, de retour au pays et prenant sa retraite, a pris des responsabilités traditionnelles qui sont très importantes parce que ce sont des médiateurs sociaux. J'ai assisté à une séance présidée par le sultan à Dosso, et il réglait une question de divorce, n'est-ce pas? Là, sans empiéter sur la justice
classique, n'est-ce pas, le système judiciaire nigérien, mais il essayait d'arranger les choses. Et que ce soit dans l'Aïr, que ce soit ailleurs ou à Zinder, etc., les sultans et les chefs de canton ont ce rôle, qui est un rôle stabilisant, apaisant, de médiation, et qui s'harmonise assez bien avec les structures étatiques que nous connaissons, n'est-ce pas? Voilà. Et les pays... un pays comme le Mali, qui a liquidé ses autorités traditionnelles, s'en tire beaucoup moins bien, n'est-ce pas? Il y a beaucoup moins, comme on le sait, d'éléments de stabilisation au Mali. Donc il y a ce facteur, oui, qui est dynastique, qui est très important en fait dans la vie des peuples. Et les dictatures qui finalement se perpétuent avec le fils du tyran qui devient à son tour, qui chausse les habits de son père. Est-ce que ça peut finalement initier une évolution positive ? Ça, c'est très difficile à dire, on ne peut pas en faire la théorie, ça dépend du type de dictature, du type de relation. Si le dictateur lui-même est enraciné dans une tradition clanique, familiale, etc., ça, c'est vraiment très, très compliqué. Mais il y a cette idée, en tout cas, ou ce fantasme de la transmission de génération à génération, de la perpétuation de quelque chose, en bien ou en mal, mais cela existe, et c'est une très très grande force, malgré tous les progrès du monde moderne, Internet, la mondialisation, ça n'empêche pas. Merci Bertrand Renouvin. Royaliste, on s'abonne, on le trouve sur Internet aussi. Et chez Stock, Laurence Debray, Mon roi déchu. Merci à vous, ainsi va le monde, et rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure.